Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Yokosuka, bienvenue dans le port de Satikos et bienvenue à bord du Mogami. Mogami, croiseur japonais de rang 8 de l'arbre technologique, ici dans sa configuration croiseur léger, donc toile triple de 155 mm, et c'est dans cette configuration qu'on va le voir en action dans les deux vidéos qui viennent. Je ne vais pas être très long pour l'intro. Disons que, pour faire très court, il y a deux manières de servir du Mogami en configuration croiseur léger. Soit vous en servez comme support de flotte, et auquel cas vous asmatez, comme on dit vulgairement, c'est-à-dire que vous pilonnez, voilà, vous pilonnez les ennemis en espérant mettre beaucoup d'incendies. Soit vous le jouez plus en électron libre, auquel cas vous allez plus jouer effectivement derrière les îles. Vous allez persécuter les DD adverses et éventuellement jouer en montant des embuscades à la torpille. Quand vous êtes en support de flotte, c'est un peu plus compliqué. Là, dans la première bataille, on va justement le voir commencer comme une sorte d'électron libre, mais comme il est rejoint par les cuirassés alliés, il va devenir un support de flotte. Mais au départ, son propos, c'est de jouer le Mogami en électron libre. Dans la deuxième bataille, il jouera du pur électron libre, mais on y reviendra. On attaque tout de suite avec la première bataille. C'est parti. Allez, on est parti. C'est une bataille donc en Mogami. Cette première bataille. Juste pour vous montrer 2-3 aspects du Mogami, on étudiera un peu plus en détail la puissance du Mogami sur la bataille suivante. Mais là, pour l'instant, nous sommes avec Falco, en division, qui est lui-même, qui est en division avec le Kiev de Polon. Donc Falco avec son Mogami, pas de camo apparemment. Nous sommes sur Terre de Feu. Alors théoriquement, selon les stratégies traditionnelles, Terre de Feu, attaquer Terre de Feu, le point A sur Terre de Feu, avec une petite escouade de 2 ou 3 navires, probablement 3 navires, parce qu'il y a un DD qui semble vouloir venir avec eux, d'aigle, c'est extrêmement dangereux. Terre de Feu, le point A, c'est tout ou rien. Généralement, il y a 2 navires aussi, en face, de l'autre côté. Et soit ils estiment que c'est trop léger pour aller chercher le point A, donc quelqu'un vous êtes tranquille, vous pouvez, en nous spawnant au nord, aller le chercher. Il reste rarement longtemps aux mains des rouges, dans ces cas-là, aux mains de ceux du nord, il reste rarement longtemps. Il est destiné à passer d'entre les mains des gens qui viennent du sud. Là, en l'occurrence, Falco et Polon, venant du nord, théoriquement, ils devraient rencontrer une résistance farouche, ou alors pas de résistance du tout, mais alors pas du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Vous voyez là, déjà, le fait qu'il y ait 2 navires qui pointent Falco, alors Falco qui a dû demander une smoke effectivement à Polon, et donc Falco qui était visé par 2 navires, du coup, Falco s'enfuit. Il y a eu les obus rouges, roses, rosés, là, c'est qu'il il a terminé la collection des Yamamoto Izokoru, et il a dû obtenir le commandant Yamamoto à bord. Et voilà des torpes. Pas forcément, il garde son sang-froid, il avance à toute petite vitesse, ça devrait passer. Ça devrait passer, bien essayé de la part du pan asiatique, en l'occurrence le Fuchun. Le Tierpitz a visiblement décidé de ne plus avancer, le Tierpitz rouge. Résultat, Falco fait l'appui, le Kiev aussi est en appui, pour aider le petit aigle qui a pris très cher, le vert, on le voit sur le côté là. L'aigle vert a pris très cher, mais ils sont en train de caper A. Alors ils sont en train de caper, ou A est-il contesté? J'ai l'impression qu'il est contesté A. A est encore contesté. Là, gros morceau de le Roma. Et effectivement, il est à 11 km et il avance. Je pense que c'est vrai que c'est un coup à tenter de lancer les torpilles avec le Mogami, d'autant que Polon ne viendra pas les intercepter. Oui.
C'est vrai que c'est un coup à faire. Donc vous voyez, comme je vous l'ai dit, hein, ceux qui spawnent ou qui viennent du sud, généralement tentent un coup de force tôt ou tard sur A. C'est un excellent point de pivot pour ensuite ramasser le centre de la map. Donc pour les rouges, pour ceux qui viennent du sud, on va pas dire les rouges, parce que des fois on spawn au sud en étant dans l'équipe verte, forcément. Et là pour le va se faire sortir. Boum. Non, ils sont. Il s'est pas pris de tapis. Oh joli. On a détruit un croiseur ennemi. Voilà, deux torpilles, 18 000 de dégâts. Le Romain est d'ouverture un peu pris extrêmement cher, mais au moins Falco l'a bien fini. Encore des torpilles sur Polon. Attention, est-ce que Polon s'en est pris une? Non, Polon a encore évité le pire. Et là maintenant, il y a un tir-puisse. Il y a encore une torpille qui est partie et qui est passée. Voilà, ça fait 3. 26 000 de dégâts, pratiquement plus de dégâts à la torpille qu'au canon. Ah, c'est pas le Romain qui a été coulé. Pardon, c'est le York. Et là, il en remet une couche pour essayer de choper le Romain. Un York qui a pris 18 000 dans la tête et qui s'est fait couler. Donc voilà, le Mogami. Et du coup, Polon et Falco s'en vont, puisqu'il n'y a plus que deux hein, sur de l'équipe verte à vouloir se rapprocher du point A. Et vous voyez que largement, les rouges ont conquis ce point et que le Mogami a tout intérêt à s'enfuir car il focus pour un bon moment. Hein. Donc là, les torpilles ne semblent pas devoir ennuyer le Romain qui semble avoir tourné. Il va les éviter. C'est pas le Romain, oui, je me fais une mauvaise indication tout à l'heure. Pas le Romain que Falco a coulé. D'ailleurs, ça retombe sec, puisqu'en face, dans la même équipe, l'équipe verte, Graf Spee a coulé à la torpille à Rekazé. Ils sont à 2-2. Croiseurs, un des dés de part et d'autre qui ont été coulés. Je pense que le Romain ne viendra pas et j'ai des doutes sur le tir-puisse. Parce que le tir-puisse, voilà, le tir-puisse n'ose pas avancer. Donc tir-puisse n'ose pas avancer, il attend probablement... non, il s'en va. Le tir-puisse ne viendra pas, le Romain s'en va aussi. Il n'a pas envie de prendre des torpilles en contournant en ligne. Du coup, Falco... Falco fait ce qu'on appelle la flèche du parc, c'est-à-dire les derniers coups avant de disparaître. Il met un incendie sur le Romain. Ne serait-ce que pour avoir survécu à cette passe d'armes, avoir été si près du point A et s'en sortir, le Mogami, cette vidéo est intéressante, enfin, cette partie là, précisément est intéressante. Cela, le tir-puisse va prendre un petit peu cher, à mon avis. Ah, Falco, mais il ne tire même pas, il se délecte. Là. Il apprécie beaucoup, tu vois. Voilà, et boum, hein. 3 torpilles au but. Le typique tir-puisse qui repousse et qui klaxonne en prime. Qui repousse Falco, mais enfin il peut faire ce qu'il veut. Il y a toujours une voie d'eau. A priori non. Ah, c'est le tir-puisse qui s'excuse d'avoir heurté Falco. C'est sympa parce que c'est pas toujours le cas. Les gens ont toujours cette impression d'être prioritaire dans les batailles, très désagréable. Donc le Romain maintenant, le Romain c'est le Romain qui est un peu ça. La bataille pour le point A est en train d'être gagnée par les Verts, ce qui est pas banal. Enfin, ceux qui viennent du nord, les nordistes, c'est assez rare qu'ils gagnent la bataille. Comment dirais-je, la bataille de ce point-là, les nordistes gagnent très peu souvent. Là, j'ai l'impression qu'il y a entre Polon, Falco et tous ceux qui les ont accompagnés, qui ont accepté de les accompagner, comme le Bismarck et le tir-puisse, ils sont tombés sur de vrais poisons. Les rouges sont tombés sur de vrais poisons.
Résultat, je doute que le Bismarck s'en échappe, même s'il est encore appuyé par le Fuchun apparemment. Et Polon va rentrer en dogfight avec le Fuchun. Polon est en train de tenter de conquérir le point A. Donc il est en train de. Il rentre en combat avec le Fuchun. Et pendant ce temps, on voit le Mogami dans toute sa splendeur. Hein. Bétail qui est loin, très loin d'avoir livré son verdict, mais qui est très nettement à l'avantage des rouges en termes de points, et très légèrement en avantage des verts en termes de kills. Il y a un kill d'avance, mais ça va vite se réduire si les verts parviennent à couler, ne serait-ce que ce navire-là. Manœuvre Fuchun qui ne va pas s'en sortir. Voilà, et tout de suite, malgré le fait que les rouges ont les tracas, eh bien, comment dirais-je, les verts sont revenus recollés au score. Alors maintenant, il faut bien sûr que Polon se saisisse dehors. Et il faut continuer cet avantage, parce que maintenant, effectivement, les rouges sont allés gagner la bataille, si on regarde bien la bataille à l'est, est gagnée par les rouges avec seulement 3 navires, a priori. Les cuirassés, et tous les verts se sont débandés autour de D, ils n'ont absolument pas poussé. Ils ont eu peur. Le résultat, c'est la clé de la victoire, c'est un tout petit peu sera déterminé par ceux qui sont en train de conquérir, de s'imposer autour du point A. C'est à eux maintenant d'aller chercher C éventuellement pour reconquérir le retard. Alors le Romain cherche bien sûr à détruire celui qui est en apparence le plus fragile de ceux qui sont en place. Il partage ses chouquettes entre un Bismarck et un Mogami. Alors, vous noterez quand même que Falco a su préserver son Mogami. Il n'a pas pris tant de dégâts que ça, alors qu'il en a mis beaucoup, il a été très actif, mais qu'il a su jouer avec les îles en permanence, et en haut tiers, ça joue aussi, ça marche aussi. Il n'y a pas qu'en tir 5 qu'il faut jouer avec les îles quand on est croiseur. Surtout quand on croise des Bismarck qui appuient sur des Romains, pour ne parler que d'eux, bien sûr. C'est autant de navires qui peuvent vous dépop si vous ne prenez pas des précautions d'usage, et les îles sont des précautions. Comme les nuages de fumée alliés, on a vu Polon qui mettait un nuage de fumée pour protéger le Mogami. Ça, elle est très symbolique, cette bataille. Et bon, le simple fait qu'il soit déjà à 84 000 alors que c'est un croiseur tier 8, hein. Donc il applique le théorème de tiers près 10 000, qui réussissent à faire ce ratio-là, prouve que c'est déjà une belle bataille, c'est une bataille intéressante. Bon, selon mes critères, hein, moi. L'intérêt, c'est beaucoup plus aussi, vous le savez sur les vidéos, de montrer les exploits de certains joueurs, de certains navires, mais montrer aussi, avoir insisté sur l'aspect stratégique et expliquer le pourquoi de la bataille, pourquoi d'une victoire ou d'une défaite. Sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il y a suffisamment de gens qui font des vidéos sur les exploits de tel et tel joueur sur des navires. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le petit plus, et ce petit plus, c'est la stratégie, souvent. Donc le Roma a rejoint le York qui visiblement est resté en retrait pour protéger le point D. Le York qui... alors le York, je pense celui-là, hein, voilà. Qui à mon avis, là où il est, doit beaucoup manquer au rouge. Même s'il rentre maintenant dans la bataille, il va rentrer dans la bataille et il croise un destroyer, 3 cuirassés, 2 destroyers, 3 cuirassés et 3 hommes. Je pense que York doit commencer à regretter ce côté d'être resté en retrait. Et là, d'un coup, les rouges vont... Ah, il est peut-être... Bah si, il est toujours là. Donc là, a priori, on va s'attendre à ce que Falco passe à la paix. Fait une dernière salve à la HE pour mettre un incendie, c'est bien ça. Il y a 90 000, on se rapproche tout doucement des 100 quarts. Hein. Bataille plutôt sympathique. En Mogami. Et bon, ils vont se saisir du point C maintenant, ce sera le 3e point. La bataille est quasiment gagnée, parce que effectivement les derniers survivants rouges sont plutôt en colonne 10. Donc ils auront bien du mal à se repositionner.
Enfin, le coup qui cherche visiblement la citadelle du York. Hein. C'est pas dit qu'il obtienne. Il est un peu en retrait là. Là, il peut sortir. Il peut faire son troisième kill. Il peut faire largement. Voilà, troisième kill. Croiseur ennemi envoyé par le fond. Un kill qui ne demande rien à personne. Et en prime, il va obtenir une aide à la capture, qui est plutôt agréable en termes de XP en bataille. Ça peut toujours servir. Je sais pas du tout où il en est, mais je pense que le Mogami doit être son croiseur. Je pense pas qu'il soit les boutis. Je pense pas qu'ils soient encore à les boutis. Donc c'est une belle bataille dans la perspective de monter la ligne des croiseurs japonais pour lui. C'est clairement une belle bataille. Voilà, la bataille est pratiquement finie, bien sûr. Hein. Les Verts n'ont perdu que 4 navires, finalement. Les Rouges se sont effondrés d'un coup. Ils avaient mal placé leur pion sur cette map. Le York, visiblement, était revenu en retrait pour protéger le contre-Ice. Il n'avait pas prévu sécurer le gros de la flotte victorieuse qui s'en était sortie sur A. Et il faut reconnaître que c'est pas banal que des nordistes obtiennent A de cette manière. Enfin, disons, c'est pas banal, c'est pas fréquent, on va dire. Le tir puis sort le Leander, ça fait un navire de plus et bon, il n'y a plus qu'à attendre. Hein. Il reste 100 points grosso modo à marquer, voilà, speed 100 points. Et 4 minutes de jeu, il reste 2 cuirassés, un destroyer chez les rouges, Queen Elizabeth et Colorado et un Man. En face, il y a quand même 2 divisions, une division de 1 avec un Bismarck et Tirpitz, une autre division avec York et King George, et une troisième division avec Mogami et Kiev. Ça nous fait beaucoup de communication pour ça. Et les 2 croiseurs rouges n'ont plus grand chose à espérer. Hein. Puis Elisabeth rouge quitte à la poursuite du Bayern. Mais le Bayern va avoir de l'aide et les choses vont brusquement changer. D'ailleurs, les 2 cuirassés sont allés très très loin au nord dans cette bataille pour un profit qui n'est pas vraiment éclatant. Hein. Les 3 survivants n'ont tué personne. Je parle des rouges. Aucun rouge survivant n'a fait un kill. Voilà, fin de bataille. Retour au port, donc sur cette première bataille sur Terre de Feu. Allez, on passe tout de suite aux écrans sans transition. 2562 d'XP, 129 d'XP libre, premier 100 comme achievement, 108 000 de dégâts, ce qui est très conséquent pour un Mogami. 94 coups au but, seulement 4 incendies, c'est à peine du 4%, c'est même pas du 4%, 3%. C'est pas fou quand même, il n'a pas vraiment été aidé par RNG, il a quand même fait 3 kills. 6 torpilles lancées, 5 inondations, ça devient sympathique. On regarde, bon il finit premier, d'ailleurs Polon finit juste derrière. Hein, donc plus de 1300 pour tous les deux, c'est bien, c'est très très beau. 1674 pour lui, hein, en termes d'XP de base. Il est nettement premier en plus, hein, ça c'est clair. Finalement, il a tiré que sur 4 navires, Tirpitz et 2 York et un Roma, mais 37 000 et un Tirpitz, 38 000 Roma, 18 000 à York, 13 000 à l'autre York. Vous voyez que c'est très très, comment dirais-je, très étal, très régulier au niveau des dégâts. Il a parcouru 70 km, ça c'est un gros ratio, c'est énorme. Il a tanké pour 766 400, il a quand même été visé, il a quand même dû éviter les coups, clairement. Pas très aidé en termes d'obus HE, parce que 306 obus tirés, 75 seulement qui arrivent au but. C'est pas un très bon ratio. Le Mogami est beaucoup plus précis habituellement. Il n'a pas été aidé. C'était pas on a vu clairement que c'était pas une partie où la RNG était avec lui. C'est un poil meilleur avec les obus perforants, 59
19 qui arrivent à la cible pour 11 000 de dégâts. Et par contre 50 000 de dégâts à la torpille, mais c'était des torpilles d'embuscade, pas des torpilles de véritables DD, ce qui explique que le ratio quand même, allez, 6 torpilles au but sur 32 tirés, c'est plus des torpilles lancées comme ça, comment dirais-je, au détour d'une île, et puis qui réussissent, hein, bien sûr, c'est tout à fait joli, mais elles c'était pas des torpilles intentionnelles véritablement. Néanmoins, ça nous fait quand même une belle bataille avec ce Mogami. On l'a vu en, comment dirais-je, là en support de flotte, et ça explique un petit peu quelque part son résultat, tout à fait, tout à fait intéressant. Maintenant, on va le voir plus en électron libre, et on va voir que même si les dégâts sont moindres, il va être diablement plus efficace, puisqu'il va véritablement pilonner les ennemis, il va véritablement chasser le DD. C'est un chasseur. Pour moi, le Mogami, j'ai toujours considéré que c'était un chasseur. Et là, on va le voir véritablement en action, comme chasseur. A tout de suite en bataille. Alors, la carte, c'est Trident, mode épicentre, et la curiosité, c'est déjà le placement des navires. Deux navires très espacés, et très éloignés du centre, à droite, et deux navires très éloignés du centre, sur l'aile gauche. Le centre étant gros groupé, mais étant en colonne 2 par 2 pratiquement. C'est assez original comme spawn. Falco est à bord de toujours son Mogami, donc, toujours avec le Kef de Polon en duo. Cette fois, il y a un porte-avions, c'est une autre partie d'équation, qu'il va falloir gérer d'une manière un tout petit peu différente. Mogami ne peut pas être aussi agressif en termes de placement que dans la partie précédente, et pour cause. D'ailleurs, d'abord, le mode ne s'y prête pas. Il faut d'abord savoir dans quel sens vont tourner les ennemis. Vous savez que ce mode épicentre est souvent l'occasion pour que les deux équipes tournent en rond autour de l'épicentre précisément, et se tirent dessus, comment dirais-je, à travers les trois cercles concentriques, mais en tournant dans un temps horaire ou anti-horaire. Là, pour l'instant, Polon et Falco ne prennent pas de risque, même si Falco s'approche quand même beaucoup. C'est une carte assez petite. Dans l'absolu, je pense que tous les cuirassés du jeu, du rouge, s'ils le voyaient, auraient la possibilité de lui tirer dessus. Donc ce qui est étonnant, c'est que pour l'instant, il n'est pas été spoté. D'ailleurs, vous voyez, vous allez voir, voilà, tir-pitch, il voit le tir-pitch se voit. Enfin, là, le tir-pitch ne voit plus. Donc, encore une fois, Falco bénéficie d'une smoke posée par Polon, mais là, on n'est pas dans la smoke défensive, on est plus dans une smoke positionnelle, donc plus offensive, pour permettre au Mogami de s'installer dans la partie. Et Polon est sorti de son nuage de fumée. Malheureusement, il a été focus, et résultat, tout le monde lui tire dessus. Effectivement, les rouges aussi se sont approchés. Il y a un navire qui tire, un navire à gros débit là, qui tire un... Je pense... Est-ce qu'il y a un Atlanta? Non. Par contre, il y a beaucoup de DD. Hein. C'est 5 DD contre 5 DD. Glivnik, Gajamada, Minsk, Mahan, Azachio. En face, beaucoup ça. Il doit y avoir deux DD qui essayaient de dégommer Polon. Pour l'instant, les deux porte-avions se battent pour le centre de la map. Et le tir-pitch, vous voyez, qui est parti pour faire tourner en centre anti-horaire. Alors, la particularité de la bataille, si vous regardez bien, c'est que les deux équipes ont décidé de tourner dans un cercle en sens opposé. Donc forcément, ils vont se rencontrer. Les rouges sont partis vers l'ouest, comme les verts. Donc à un moment donné, ils vont se rencontrer, la bataille va être furieuse. Et nous sommes ici sur un flanc plus dégarni, ce qui signifie pas un flanc plus calme. Il y a quand même un tir-pitch à sortir, un Mahan. Et Falco va devoir, comme Polon d'ailleurs, il va falloir faire le travail des verts qui ont déjà perdu
Ah, il va se prendre une torpille. Il a déjà perdu un Minsk. Man qui a lancé ses torpilles de manière assez intelligente. Par contre, à la Zaccio, alors je rappelle que la Zaccio est un destroyer qui ne peut ni couler ni les destroyers ni les cuirassés. Donc sa présence ici est peut-être un peu prématurée. Il aurait dû s'éloigner un peu pour ne plus être spoté, parce que là, il peut se faire sortir. Donc, deuxième DD qui a été éliminé, le Maran vert. L'équipe de Falco est déjà très handicapée. Aucun cap n'a été pris, mais ils ont perdu 2 destroyers. Ça fait beaucoup. A priori, les rouges ont un FK, le Charles Martin. Pour longtemps, aller lui mettre 2-3 torpilles dans les dents, histoire de se débarrasser de cette hypothèque. Alors, il y a une époque où les AFK, bon, c'était des kills faciles. Et de plus en plus, avec les mises à jour, les AFK sont parfois très provisoires. Et un navire qui est AFK pendant 10 minutes, il n'est pas rare de le voir subitement s'animer. Donc le fait que Polon aille chercher à couler le char Martel n'est pas une chose en soi. D'accord, c'est un AFK, mais c'est un AFK qui peut se réveiller et subitement se mettre à vous tirer dessus. Simplement parce que le jeu est devenu plus lent, plus lourd à charger, que certaines configs ont du mal, tout simplement. Falco, qui intelligemment est passé derrière l'île. Voilà, le Kiev, non, le Polon a sorti le Mahan, qui était caché pas loin du champ de Martel, a priori. Du coup, c'est le Man qui a pris les torpilles de... Et qu'est-ce que je disais? Il y a quelqu'un d'autre qui lui tire dessus, du champ de Martel se serait-il réveillé? Eh oui, de Charles Martel. Alors, soit il est très bête, et il n'était pas AFK, mais il est très bête, et il croyait que personne ne le voyait, soit il était AFK, et c'est vrai que c'est pas une place, si, il peut avoir spawné à cet endroit. Peut-être c'est un AFK qui vient de revenir dans la partie. Et vous voyez, le Charles Martel fait très très mal. Hein. Pas, et pourtant, c'est le même tir que le Mogami, et vous voyez que... A priori, il n'était pas AFK. Il y a des équipiers, des coéquipiers à lui qui expliquent que depuis le début de la partie, il s'est planqué derrière cette île et il attend l'opportunité de tirer sur les ennemis. Et ça énerve pas mal ses alliés parce que il n'est pas très utile. Donc résultat, le Charles Martel essaie de s'enfuir. A priori, Falco ne s'en occupe pas. Il n'aide pas Polon à le sortir. C'est étonnant. Mais Polon lui a peut-être dit non, non, laisse-le-moi, je vais y arriver, ne t'inquiète pas. Ouais, j'aurais pas osé le dire, hein, parce que faut. Ah non, c'est pas Polon. Excusez-moi. Polon est. Non, non, c'est pas Polon. Polon est au centre. C'est la Katsuki qui est allé chercher le Charles Martel et qui l'a coulé. C'est une erreur de ma part depuis le début. Enfin, depuis un bon moment, Polon et Falco ne sont plus ensemble. Euh, Falco suivait la Katsuki. Ouais, c'est bien ça. Et Charles Martel s'est fait couler à la torpille par la Katsuki. Ouais, parce que Polon avec un Kiev dire à Falco en Mogami, laisse-moi couler le Charles Martel tout seul avec mon Kiev, il est pas fou à ce point, Polon. Faut pas pousser non plus. Bon, là, Mogami qui s'attaque à Myoko, logique. Il peut le sortir. On est déjà à 35 000. La partie, c'est plus ou moins équilibré. On a un Mogami qui est un tout petit peu plus, vous voyez, par rapport à la partie précédente où le Mogami était appuyé par le destroyer, plus ensuite une force de frappe assez conséquente avec le cuirassé. Là, on est plus dans un Mogami, on va dire freelance. Il est, voilà, en électron libre. C'est beaucoup plus dangereux. Mais c'est possible à partir du moment où votre Mogami est sur un flanc qui est dégarni par l'ennemi.
Et lui, il peut donc, vous voyez, de servir, comment dire, de chasser les DD. Comme il a un plus gros colt, et ben les DD vont être extrêmement handicapés. Parce que là, clairement, je regarde, il doit être en configuration en 155. Hein. Vu la vitesse du reload, ouais, il est en 155. Il est donc en configuration croiseur léger. Et là, vous voyez qu'il fait, eh ben, il fait très très mal au destroyer. Hein. C'est sa fonction absolue. Là. C'est la configuration que j'ai privilégiée sur le Mogami. J'ai jamais aimé la configuration croiseur lourd. Alors que beaucoup de monde aime cette configuration. Moi, je préfère garder les premiers canons qu'on a dans le jeu. Et ce qui historiquement était vrai. Hein. C'est vraiment ce qui s'est passé. À la base, le Mogami a été construit avec des 155 avant de monter les 203, je crois. Mais là, c'était des toiles doubles. Et là, on voit bien qu'ils sont des toiles triples. Le peu qu'on aperçoit le Mogami, avec un reload assez rapide, il fait très mal. Pour moi, c'est la meilleure configuration possible. Parce que j'aime le mouvement, et je vois que Falco fait pareil. Il n'aime pas rester statique. Il a appuyé, il a fait le vide sur son aile. Maintenant, il... Eh ben bravo. Mogami a sorti le Gajamada et il fait une frappe double. Il a sorti Gumi. Et ben voilà. Destroyer ennemi envoyé par le fond. Deux torpilles. Le torpillage et boum, il perd 2 DD d'un coup. La partie a complètement basculé grâce à ce coup double. Alors peut-être et probablement qu'il fera moins de dégâts que dans la partie précédente. Pour l'instant, ça semble être le cas. Il reste encore 3 cuirassés pour les farmer des dégâts. Mais voilà, il s'est encore une fois utilisé son Mogami un peu accidentellement, mais torpille à la Falco, genre des torpilles, puis voilà quoi. Par contre là, effectivement, il risque de faire très mal au tir-pisse. S'il ralentit et qu'il reste comme ça, le tir-pisse ne s'occupera pas de lui, il ne pourra pas trop près de l'île pour tirer par-dessus. Et il va très vite monter ses dégâts de cette manière. Et la puissance et la grosse qualité des croiseurs japonais, à peu près de tous les tiers, c'est la concentration d'obus qu'il arrive à mettre. Non, là, ça passera pas. Il va tuer des marmottes. Voilà. Non, non, ça passera plus. Ça passera plus. Les Tirpitz et Nagato n'ont plus que leur vue pour pleurer, très peu de points de vie pour s'en sortir. Et le porte-avions est trop loin pour, encore une fois, lui aussi ne pèse pas dans la bataille et devrait être sorti par un destroyer. Bref, on n'a pas vu, mais Polon s'est fait sortir. Je n'ai pas indiqué. J'étais pris dans ce que faisait Falco. Et le Tirpitz sorti, un secondaire par un King George. Mais pourquoi pas. Maintenant, il s'attaque au Wood et il le met en main avec 2 incendies. Vous voyez que le ratio est intéressant. Hein. Le Wood qui continue de cramer. Le Ranger a réussi à sortir l'Enchan, mais la Katsuki a sorti le Ranger. Le Ranger rouge était sorti, après avoir quand même sorti un DD. Et on continue à farmer les dégâts. Il est passé, puisque le Wood brûle, et ben il passe sur le Nagato, en espérant lui mettre des incendies aussi. Ça va toujours s'être gagné. Ah bah voilà. Bon. Troisième kill. Les dégâts montent tout doucement. Le Wood qui a éteint son incendie. Falco qui n'a même plus besoin d'avancer. La partie est terminée. Attention à ne pas faire d'erreur. Voilà, le Wood est coulé, il ne reste plus qu'un DD. Un DD dont on ne sait absolument pas, dont on ne connaît pas la position. Mais voilà, probablement sur un extérieur.
et qui apparemment s'est bien battu. C'était l'Azachio, hein, qu'on a entreaperçu à un moment donné. Falco a failli sortir, tout début de la main, et qui réussit à rester vivant. De toute façon, pour faire de bonnes parties en Azachio, faut maîtriser l'art de la furtivité tout le long. La victoire est à notre portée. Le secret à Azachio, c'est de survivre assez longtemps pour rentrer ensuite en mode, comment dirais-je, ben, ceux qui mettent à mort un petit peu les survivants. Vous aviez ça dans les batailles antiques. Hein. On faisait ensuite tout ce qu'on appelait les égorgeurs. Après les batailles, on arpentait le champ de bataille, on essayait, on tuait les survivants au couteau. La Zachio, c'est un peu ça. C'est pas très flatteur hein, pour la Zachio, mais pour moi, c'est. Voilà, il n'y a pas besoin d'être. C'est pas une question d'être flatteur ou pas. Et boum, la Zachio a torpillé le Norskin. Donc voilà, on sait à peu près où il est. La Zachio, il est au nord. Plus c'est des torpilles très profondes. Voilà, il est repéré. Donc l'avion est lancé depuis un petit moment. Il est repéré. Il attend parce qu'il sait très bien que relancer le sonar maintenant est inutile. Il devrait pas tarder à lancer le sonar. Il a regardé où était son avion. Il a besoin que son avion repasse devant lui. Ouais, il pense que c'est plutôt B4, B3. Et effectivement, la Zachio doit être en train d'essayer de passer derrière l'île, tout au nord. S'il passe derrière l'île, il ne sera plus repéré et il saura à ce moment-là où est la Zachio, de façon certaine. Et tant qu'il est repéré, ben, il envisage peut-être même en ligne C, mais ligne C, il devrait le voir. Donc effectivement, ça peut être soit B4, soit B3, soit là-bas, hein, du côté de B5, B7 même. Ouais. Et a tourné ses canons et il suit l'avion, de manière à ce que si l'avion le spot, voilà, la Zachio est là. Maintenant, on voit la smoke. Et oui, il est bien vu, l'avion du porte-avions là a vu la smoke, il va y rester dessus et le Mogami va s'en approcher, lancer son radar pour en finir. Voilà, sonar, et il y a un char lancé un Mogami sur le dos. S'il ne le spot pas, ça voudra dire que l'Azachio est passé derrière l'île. Est-ce qu'il en aura eu le temps? J'en doute, là-dedans, il y a les bombardiers qui sont au-dessus de l'île. Donc l'Azachio ne peut plus s'échapper. Par contre, il peut faire mal au char-lance parce qu'il s'avance beaucoup de char-lance. Hein. Là, voilà, l'Azachio. Là, il s'en sortira pas. Boum. Et retour au port, donc, pour cette seconde bataille sur Trident. On va regarder tout de suite les écrans. 8743 points d'XP, c'est excellent. 438 points d'XP libre. Probablement la première victoire de la journée en Mogami pour Falco sur cette bataille. Frappe double, achievement assez sympa, surtout quand on joue en croiseur. 156 coups au but et 10 incendies. Ça nous fait un joli ratio, même si c'est pas du 10%. On est un peu moins, du coup, tourné à 7% à peu près. Ouais, 7,5. Seulement 2 torpilles au but, mais on a vu que ces torpilles au but étaient bon, voilà quoi. 2 inondations, un avion abattu, 3 navires coulés, bon, ben voilà quoi, base de défendue, 2 aides à la capture. Ça c'est plutôt intéressant en termes de dégâts. Il est nettement en tête, ouais, nettement en tête. Il est bien en tête, on va dire, devant le char Norse, celui qui était tout près de lui, pour finir, qui a fini à Katsuki d'ailleurs, de Nazachio, pardon. Polon était un tout petit peu plus bas. Il n'a peut-être pas franchement été aidé par l'équipe totale. Il était parti sur l'autre bizarrement là où il y avait le plus de monde, et personne ne s'est trop soucié de lui.
personne ne soucie trop de protéger les DD d'ailleurs. C'est assez bizarre, mais bon. En termes de dégâts, il a fait bien sûr un peu plus de dégâts. 11 000 sur les Glevny. 1700 sur un Nagato qu'il a coulé, mais je pense qu'il a abrégé ses souffrances, on va dire. C'est pas un vrai vol de kill. Hein, on va dire ça. Le Gajamadai, ben, il s'est jeté sur les torpilles. 30 000 sur le Tirpitz. 24 000 sur Awood. Beaucoup d'incendies sur le Wood d'ailleurs. 11 000 sur le Charles Martel. Il a parcouru 65 km, ce qui est assez proche de la bataille précédente. Par contre, rendez-vous compte, il n'a tanké que 341 400. C'est-à-dire donc qu'il était sur une aile où il y avait très peu de monde. Il a nettoyé ce qu'il avait nettoyé. Et quand il s'est approché, ben, les ennemis... il était caché, donc les ennemis ne pouvaient pas lui tirer dessus. Résultat des courses, il a très peu tanké, mais bon, le but du jeu pour un DD, croiseur, c'est pas forcément de tanker. Hein. Mais étonnant, c'est vrai que ça explique aussi peut-être qu'il aurait pu avoir un XP supérieur. En termes d'obus, 444 obus HE tirés, 156 qui sont arrivés, 1 sur 3, un gros, ouais, 1 sur 3 on va dire. Pas tiré du tout à la paix. Ça lui fait 55 800 de dégâts à la HE, avec 23 000 à l'incendie, 23 400. Il a tiré la torpille, ben, il y a dans ses 16 torpilles, 2 qui sont arrivés au but, ça fait 4007 de dégâts, ça fait 2 kills. Voilà, merci. C'est du Falco. Hein. Voilà pour cette seconde bataille, qui est la dernière de la vidéo. On a vu véritablement les deux rôles du Mogami, et c'est vrai qu'on a vu que Falco avait commencé dans la première vidéo à démarrer avec l'intention d'être un électron libre. Et c'est vrai que quand on est en Mogami, c'est un petit peu le danger que l'on court, c'est de partir un petit peu trop souvent en électron libre. Il a eu la chance et la sagesse d'accepter le fait que le Tirpitz et un Bismarck viennent l'aider dans la première bataille. Dans l'autre bataille, il n'a pas eu besoin, il n'y avait personne. Il n'avait pas besoin de soutien ou de devenir un support. Dans la première bataille, il avait vraiment besoin d'être avec du monde autour de lui pour l'aider. Néanmoins, dans les deux cas, on a prouvé que le Mogami pouvait jouer les deux rôles. Dans le deuxième cas, il a plus fusillé, il a plus été chercher les DD, et c'est son job de croiseur léger. Clairement, c'est son job. C'est comme ça qu'il faut le jouer. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné des pistes de réflexion. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. On se retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt, si vous le voulez bien.